Et en parlant de l'Allemagne nazie. C'est exactement ce que j'allais dire. Parlons du Japon, du coup. Oui, le Japon. Le Japon. Pays du soleil levant. Terre de contraste. Terre de Et contraste. de... Entre tradition et modernité. Et oui, bien sûr, entre tradition et modernité. Voilà. Du coup, je sais pas, parce que en fait, je me suis spoilé avec ton écran, Raph, et du coup, je sais de quel sujet tu vas parler, mais du coup, j'imagine que tu sais de quoi je vais parler. Et on faisait une transition sur le Je Japon. sais même pas si Raph a un sujet ou si juste il a pris de la matière pour discuter avec toi. Oh. Ok. Ok. C'est très ok. Ok. C'est du Si, simplement, en fait, Marc m'a dit, hey, y a Mika, il va parler Pokémon, est-ce que ça t'intéresse de venir mardi? J'étais là, bah ouais, grave. Et bon, ça fait quand même 10 fois que je viens voir Marc et que j'ai pas grand chose hormis d'écouter les gens qui parlent. Mais il m'a pas encore collé un 0 sur 20. Ah non, mais moi je pose des zéros à personne, je vous dis, vous pouvez venir sans rien, mais il sort et peut venir sans rien par exemple. Mais si, j'ai un petit aspect, mais je sais pas du coup de quoi va parler Mika, donc peut-être qu'à un moment ou un autre, soit je reprendrai ses propos, soit je rembrancherai sur un truc. Okay. Mais voilà, moi j'ai juste cru comprendre que tu allais parler de Pokémon. Après, c'est quand même assez vaste de quoi on parle. Oui. Voilà. Effectivement, c'est surtout que même moi là, je regarde la gueule de mon deuxième écran et je vois toutes les fenêtres que j'ai ouvertes et je dis c'est vaste. Mais effectivement, si tu veux te regreffer à un moment donné, tu n'hésites pas à m'interrompre parce que comme d'habitude, si on a nommé ma chronique Passion Mika, c'est pas pour rien. C'est parce que des fois voilà, qu'est-ce que vous voulez, on a tous cette neurotypique obsession. Quoi. Voilà, on a des petites obsessions à des moments et moi, souvent, ça tourne autour des mêmes sujets. C'est souvent des mangas, des jeux vidéo, voilà, des lectures, des choses. Et puis moi, il y a un jeu vidéo qui reste toujours dans mon cœur ad vitam aeternam, c'est Pokémon. J'ai grandi avec, c'est un jeu des années 90. La première console que j'ai eue, c'était pas une console de salon, c'était une Game Boy. Et évidemment, dessus, il y avait Pokémon, rouge et bleu, et forcément, le concept de faire des échanges, le concept d'avoir une aventure où tu peux entraîner des petites bébêtes qui ont plein de types et il y a plein de spécificités à apprendre. C'était un concept génialissime. J'ai grandi avec, et avec le temps, j'ai appris à les aimer de plus en plus avant d'en être de plus en plus déçu par la qualité des jeux qui sortaient d'année en année avec des qualités techniques toujours plus abominables et de plus en plus de déceptions, ce qui fait que sur les derniers opus, je vous avoue, je ne me suis pas penché. Mais je n'ai pas délaissé la série pour autant, puisque en réalité, ça reste toujours une série de jeux que je trouve, ma foi, toujours aussi correct, avec un système qui a finalement assez peu changé au cours des années, mais qui en réalité cache une véritable profondeur. Je vous ai déjà parlé au cours de mes différentes chroniques de complexité dans les jeux Pokémon, notamment il y a pas longtemps est sortie la chronique sur Pokérog, n'hésitez pas à aller je fais de l'autopromo, j'en ai rien à foutre. Voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter parce que c'est un excellent jeu Pokémon, mais qui n'est pas un jeu Pokémon. Et c'est de ça finalement dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des jeux Pokémon qui n'en sont pas vraiment, puisque je vais vous parler des Acrom et des fangames Pokémon. Alors voilà. Je vois Raph qui fait des grands signes du divin. Mon Dieu, on va pouvoir parler de la même chose ce soir. On va parler à Acrom et Fangame puisque, on va faire un petit bref historique. En réalité, il y a pas très longtemps, je suis tombé sur une petite pépite. Voilà, je suis tombé sur un Acrom. C'est un random guess. Vas-y. C'est peut-être mon frère, il m'en a parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui commence par un U? Alors, je l'ai fait il y a longtemps, donc c'est pas celui-là. Pas celui-là. Voilà, je connais juste Unbound. Ok. Glazed. Ok. Light Platinum aussi. Ouais. Voilà. Donc, chou blanc, comme dirait l'autre. Eh bien, chou blanc, donc. Mais effectivement, j'allais les citer dans cette chronique, mais donc tu me coupes l'herbe sous le pied, mais c'est une très bonne chose. Parce que ce dont Raph vient de parler, effectivement, ce sont ce qu'on appelle des acromes. Alors, qu'est-ce qu'une acrome? Je vais pas vous faire toute la fiche Wikipédia du bordel, parce que globalement, c'est des terminaisons techniques. Mais globalement, gardez du principe que, en fait, c'est un jeu qui est pris dans son ensemble et qui est modifié avec des lignes de code. Globalement, des développeurs ou des mecs avec un tout petit peu de connaissances mécaniques et informatiques en fait peuvent rentrer dans le code source d'un jeu et le modifier, le bidouiller. Ça évite d'avoir à refaire un jeu de zéro où là en fait on parle de fangame. On en reparlera éventuellement un petit peu plus tard, puisque en fait il y a les deux. Les acromes sont plutôt du coup dédiés à bidouiller le code source d'origine pour pouvoir le rendre des fois un peu plus intéressant, un peu plus marrant ou tout simplement complètement loufoque. Et ça, ça commence très tôt, puisque dès le début des années 2000, alors que le jeu sort en 95, j'ai revérifié, je crois, mais je vais pas dire de bêtises, alors du coup, je vais réouvrir ma page. 95. 95 au Japon, ouais, 95 au Japon pour la toute première version, vert et rouge, et en fait, la sortie officielle, c'est 96. Voilà. Et donc, nous, c'est arrivé en 97, effectivement, en France, il me semble que s'il y avait un an de battement.
Et nous avons, dès les 2004, je crois, la toute première Acrom qui est sortie, qui s'appelle Pokémon Brown. Donc on reste dans la thématique de la monocouleur. Donc on avait fait bleu, vert, rouge, jaune. Donc sort marron, logiquement, parce que c'est le combo des 3 couleurs. Pokémon Brown, qui a été édité par Cool Boy Man. Voilà. Et qui est en fait un redesign, de Pokémon rouge et bleu, hein, globalement. Et en fait, il va bidouiller les fichiers pour en créer toute une nouvelle région, réagencer les routes, etc. La région de Region. Et la région de Region, en fait, il va en faire d'autres jeux. Vous allez avoir Pokémon Prism, vous allez avoir Pokémon Regions Adventure, etc. Et en fait, dès 2004, le principe du Acrom va commencer à se démocratiser. Parce que, en fait, c'est cool de pouvoir modifier des jeux. C'est cool de surtout pouvoir rajouter des trucs dedans. Rajouter de la qualité de vie, rajouter bidouiller des graphismes, changer des trucs. Intégrer aussi quelque chose qui va beaucoup plaire au public qui s'appelle les Fakemon, c'est-à-dire des Pokémon qui ne sont pas des Pokémon qui sont créés par Nintendo, mais plutôt qui sont créés par une communauté d'artistes qui décident d'avoir envie de modifier, bidouiller, et surtout redonner un nouveau souffle aux jeux qu'ils ont pour le coup beaucoup poncé. C'est aussi le cas d'une communauté de joueurs qui va commencer à s'acharner un peu sur ces jeux, ce sont la communauté du Nuzlocke. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Nuzlocke, c'est un système de jeu qui a été inventé par un universitaire qui globalement s'emmerdait un peu à la fac aux États-Unis, au Canada je crois pardon. Et en fait un jour il décide de rallumer sa version de Ruby et Saphir et en fait de s'auto-faire des règles, de s'auto-éditer des règles pour lui, qui ne sont pas présentes dans le jeu. Il va simplement essayer de s'y tenir et il va raconter ça sous forme de webcomic. Les 2 règles sont les suivantes. À chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle zone Pokémon, c'est-à-dire à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle route, une nouvelle ville, etc., vous ne pouvez attraper que le premier Pokémon que vous rencontrez. Et là, chaque fois qu'un Pokémon est mis KO dans votre équipe, il est considéré comme mort, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous devez changer et le remplacer. Ce qui donne en fait un tout nouveau goût au jeu, puisque finalement, vous allez commencer à vous attacher à ces petites créatures, vous allez commencer à vous dire, finalement, lui, ça fait depuis le début de l'aventure que je l'ai, puis paf, un coup critique mal placé, et vous devez le remplacer. Et évidemment, vu que vous lui avez donné un petit nom, puisqu'il s'appelait Pitou et pas Chenipan, votre petit Chenipan va rejoindre votre PC, et Pitou va rejoindre à jamais les limbes de votre PC, à jamais, et donc vous allez pleurer sa mort. Ce qui va donner en plus un nouvel aspect au jeu, puisque vu que vous ne pouvez attraper que le premier Pokémon de chaque route, vous allez devoir composer avec une équipe globalement où vous n'allez pas forcément jouer avec les meilleurs Pokémon de chaque génération. Et ça, cette communauté va commencer à grandir, notamment avec les différents créateurs de contenu qui vont apparaître au courant des années 2010, 2014 notamment, que ce soit aux États-Unis, puis ensuite en France, tout ça va apparaître. Et donc ces communautés de hardcore gamers, globalement, puisque ce sont des gens qui veulent toujours plus de challenge, vont au bout d'un moment se tourner vers le Acrom. Pourquoi ? Puisque le Acrom, en fait, globalement, ça permet de modifier le jeu et donc de le rendre, parce que globalement, Pokémon, c'est des jeux très accessibles, qui sont des jeux familiaux. Nintendo, ils sont pas connus pour leur brutalité dans les jeux, donc globalement, en fait, c'est des jeux qui sont très accessibles et qui sont relativement faciles. Honnêtement, c'est des jeux qui sont calibrés pour des enfants de 8 ans. Il est pas du tout difficile de finir le jeu juste avec votre premier Pokémon de départ et vous n'avez pas besoin du reste. Alors que là, l'idée, c'est de créer des jeux qui sont exigeants pour des joueurs qui le sont tout autant. Et donc, du coup, les communautés de Nuzlockers vont s'accaparer le principe du ROM hack. Et donc, certains Nuzlockers vont commencer à mettre un petit peu leur nez dedans et fabriquer leur propre ROM hack. C'est le cas notamment de Draiano. Et Draiano, justement, il a fait parmi les plus célèbres ROM hacks qui encore à ce jour font partie des top ROM hacks qu'il faut faire. Il a commencé avec Fire Red Omega, qui est en fait simplement la version rouge-feu mais plus dure et donc remaniée. Ensuite, il a fait Sacred Gold, donc qui est la version or. Puis ensuite, évidemment, les Pokémon Blaze, Blaze Black 2, Blaze Black Redux, Volt White Redux, etc., etc. Bref, il en est pas à son coup d'essai le man. Et globalement, dans la communauté des Nuzlockers et dans la communauté aussi des ROM hackers, ce type, c'est une sorte de légende puisqu'il a pondu, on dira, des classiques. Et en fait, je vous parle de tout ça parce que globalement, on va venir au sujet de ce que moi j'aime bien. Moi, je suis pas un spécialiste des trucs de hardcore gamer, etc. Je suis pas un type qui va faire les Acrom les plus durs, parce que globalement, je me suis essayé à Radical Red, qui est encore une fois un Fire Red, mais encore plus énervé, où globalement, je suis jamais allé au bout du jeu parce que le jeu est tellement difficile et tellement exigeant qu'il faut y investir beaucoup de temps. Je dis pas qu'il est impossible, au contraire, il l'est, mais il est très exigeant. Dès le premier badge, globalement, vous vous faites laver le cul 10 fois, parce que globalement, même si Pierre, il a des Pokémon, il a des Pokémon parfaitement dosés pour les vôtres, en fait, il a des Pokémon qui ont des objets, il a des Pokémon qui ont des vraies stratégies, des vraies statistiques, et en fait, vous vous faites péter le cul si vous n'êtes pas un minimum préparé. Et donc, en fait, ça, il y a beaucoup de gens qui vont apprécier. Et il y a des gens qui vont s'emparer totalement du phénomène et qui vont aller encore plus loin. C'est la sortie d'Emerald Kaizo. Pokémon Emerald Kaizo, ça fait partie de la lignée des Kaizo, ou qui ont d'ailleurs été sur beaucoup de jeux Nintendo ROM, hackés, on va dire, émulés et ROM hackés.
les Kaizo, c'est ça parmi les plus difficiles challenges, notamment dans les communautés de Nuzlocke, de speedrunner, de s'emparer de ce sujet-là pour justement essayer de vaincre, on va dire, les records, de battre les records et de pousser la montagne toujours un peu plus loin. Et donc Emerald Kaizo a pendant longtemps été un des jeux les plus difficiles qui soit fait pour justement la communauté des stratèges Pokémon, puisque c'est des jeux qui sont très exigeants, et jusqu'au jour où un de ces types, voilà, un gars qui a fini le jeu, va se lancer dans sa propre aventure. Ce type-là, c'est Dexé, créateur de contenu qui a fini une paire de fois Pokémon Emerald Kaizo et qui souhaitait justement étudier vraiment jusqu'au bout toutes les mécaniques les plus profondes du jeu pour essayer d'en tirer vraiment l'essence de la stratégie. Et il nous a pondu Pokémon Run and Gun. Il y a quelques mois, on en entend un peu parler parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui se sont lancés dessus, que ce soit des streamers ou que ce soit des youtubeurs. Et Pokémon Run and Gun, globalement, si jamais vous aimez bien votre petite aventure avec votre Pikachu, votre Mélofée, capturer vos Pokémon mignons, oubliez ça. Pokémon Run and Gun, c'est un truc où à chaque dresseur, vous devez préparer votre équipe à la mort. À chaque fois, vous prenez toutes les règles les plus stupidement dures de tout ce que vous pouvez mettre dans un jeu stupidement dur, vous les appliquez à Run and Gun et vous multipliez ça par 10. Il faut savoir que pour lancer ce jeu, avant, vous avez un préambule de 18 pages en PDF qui vous explique la mécanique de l'IA sur comment elle va réagir à vos coups pour vous anticiper, pour justement essayer de réagir comme un vrai joueur. Et globalement, ça vous offre des matchs absolument dantesques dans lesquels chaque fois que vous allez envoyer votre Chenipan niveau 12, ce sera peu un Chenipan Steve, voilà, votre Papillusion, votre Papillusion, sur lequel vous aurez fait en sorte d'entraîner bien les bons effort value. Vous savez, les données de statistiques sur lesquelles il faut les entraîner et faire taper uniquement les bons Pokémon. Et vous allez faire en sorte, évidemment, vous êtes en Nuzlocke, donc vous ne choisissez pas les Pokémon que vous capturez, mais vous allez faire en sorte d'essayer de lui apprendre les bonnes attaques pour pouvoir passer le Carvanha du premier sbire Grunt qui va arriver de la team Plasma et qui va, avec son Carvanha niveau 12, vous péter la gueule et vous faire recommencer, alors que vous êtes déjà à 3 heures de farming et que vous êtes même pas arrivé au premier badge. Pokémon Run and Gun, c'est ce genre de jeu. Et moi, je joue pas à ce genre de jeu parce que je n'ai pas 300 heures à investir dans un jeu hyper élitiste, mais qui, et je le comprends, a sa propre saveur, a sa propre communauté, a des types qui vraiment veulent aller au bout du jeu et qui veulent vraiment donner une nouvelle saveur à Pokémon. Moi, mon truc, c'est plutôt les fangames, parce qu'en réalité, je trouve que ce qui fait ce qui fait le charme de Pokémon, c'est plutôt son aventure, et notamment ses scénarios, qui sont, pour moi, un peu toujours plus les mêmes, des repompés, mais pour certains, qui ont su être vraiment très plaisants. J'ai adoré Pokémon Platine, déjà parce que j'ai un affect principal pour la Team Galaxy, que j'ai trouvé assez charismatique, notamment par leur leader. J'ai adoré Pokémon Noir et Blanc, puisque la profondeur de leur scénario et tout le témoignage un peu écologique et justement sur la servilité qui était, j'avais beaucoup aimé ces messages-là. Et je me suis un peu délaissé des aventures, puisque malheureusement, comme je vous l'ai dit, les capacités techniques des différents Pokémon, d'année en année, me lassent. Et donc je suis retombé, il y a pas très longtemps, sur un type qui fait des fangames et des acrobs plutôt qualitatifs, et qui nous a pondu un truc qui s'appelle Pokémon Opalo. Est-ce que vous le connaissez, celui-là ? Pas du tout. Non. Mais alors vraiment pas du tout. Alors Pokémon Opalo, il a quelques années, puisqu'il date de 2022. Il a été fini, release, la dernière version est sortie en 2022, même s'il continue d'y avoir des mises à jour. C'est un type qui s'appelle Eric Lostier, ou Eric Losti, je sais pas, parce que c'est un espagnol, qui l'a sorti. Et il est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait sorti un Acrom qui s'appelait Pokémon Anil, qui était une refonte de Pokémon Rouge, avec en fait si vous voulez, pour ceux qui ont joué à Pokémon Or et Argent, globalement c'est Or et Argent, mais à l'envers. Voilà, vous commencez dans la région de Kanto, donc la région principale de Rouge-Feu et Vert, de Rouge et Bleu. Et ensuite, vous allez à Johto. Et en fait, ça fait une aventure assez longue, assez exigeante aussi, parce que je vous avoue que vous le fassiez en Nuzlocke, il propose plusieurs niveaux de difficulté, mais le mode Nuzlocke fait partie des modes qui sont proposés. Et donc, vous avez une jolie aventure qui vous est proposée, vous revivez un petit peu l'aventure Rouge et Bleu et Or et Argent, à travers des graphismes un petit peu actualisés, modernisés, à travers en fait un contenu qui est réactualisé, avec peut-être aussi un petit peu plus de maturité, et c'est très intéressant. Et Pokémon Opalo, je trouve qu'il a mis la barre un cran au-dessus. Parce que Pokémon Opalo, lui, il nous offre toute une nouvelle expérience de jeu dans lequel vous avez des Fakemon, des Pokémon qui sont rajoutés, des nouvelles évolutions, plusieurs mécaniques qui sont propres au jeu, comme le principe de la méga évolution qui va lui nous être apporté non pas par un bracelet et une bidouille magique tombée du ciel, mais vraiment par, en fait c'est vraiment genre l'évolution ultime de ton Pokémon parce que tu y as créé des liens, etc. C'est quelque chose qui est justifié scénaristiquement, ça vous arrive pas tout cul comme ça au milieu du scénario. Et il y a plein d'autres choses comme ça, et surtout le scénario, sous couvert d'être un truc un peu simplé et bon genre comme d'habitude, vous commencez l'aventure très franchement comme d'habitude avec votre papa comme seule interface
voilà, parentale. Et puis vous partez à l'aventure parce que votre meilleur ami, qui vous avez pas vu depuis des années, vient vous voir en vous disant que ce serait cool qu'on relance un petit peu voilà, cette hype du dressage de Pokémon, parce que il y a quelques années de ça, il y a eu un attentat. On vous met dans le bain, il y a eu un attentat, une gigantesque explosion qui a fait des milliers de morts. Et du coup, ça a mis un cran d'arrêt, justement, parce que ça se passait pendant la Ligue Pokémon, qui était le plus grand rassemblement de dresseurs. Et donc déjà, ça vous donne le ton, vous êtes déjà sur un ton beaucoup plus mature, malgré le fait un petit peu bon vivant, en mode on veut recréer tout cet engouement autour de la capture, du dressage, du remplissage de Pokédex, etc. Donc le truc que vous retrouvez dans l'essence de Pokémon, et moi ce qui me plaît, de partir à l'aventure et d'explorer tout ça. Mais très vite, vous allez vous rendre compte que dans cette aventure, il y a autre chose. Très vite, il y a quelque chose, une phase cachée beaucoup plus sombre. Et quand vous allez parler aux différents personnages, vous allez leur demander un petit peu, voilà, vous faites, comme d'habitude, vous faites de l'exploration, et quand vous parlez aux gens, ils vous parlent des autochtones, des gens qui sont à l'Est, les autres, les indigènes. On utilise souvent ces thématiques-là et ce terme. Et progressivement, vous allez vous rendre compte que le jeu va aborder la thématique de la colonisation. Eric Losty, c'est un Espagnol. Il sait de quoi il parle, et en fait, il a à cœur pas mal de défendre pas mal de trucs. J'ai vu récemment qu'on l'a accusé de pas mal de trucs, notamment de racisme, de néonazisme, etc. Bon, je suis allé débunker tout le bordel, effectivement. C'est plutôt des conneries qui sont faites pour justement défoncer le jeu. Je suis allé vérifier tout ce qui a été mis sur Twitter. Le type, globalement, il met des choses, il met des choses qui sont plutôt en lien avec la non-binarité. Il a effectivement fait un petit truc assez, Okay. ça pourrait être perçu comme de l'humour noir, mais je trouve que c'est une forme de réalité dans laquelle il veut faire vraiment passer un message. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la couleur de votre protagoniste, qui correspond à ce que vous avez envie de jouer ou quoi, que ce soit une fille, un garçon, vous pouvez la faire avec des teintes plus foncées ou pas. Et si vous choisissez d'incarner une héroïne avec une teinte de peau très sombre, eh bien vous commencez avec 0 d'argent. Et alors il y a plein de gens qui l'ont accusé de racisme en disant mon Dieu, c'est horrible. Non, ils ont pas d'argent, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une réalité. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que quand vous commencez avec la vie, oui, parce qu'il y a une question d'héritage. Et c'est de ça dont il est question dans Pokémon Opalo, le poids de l'héritage. Votre meilleur ami est un type qui siège à la présidence et dont le fils est de bonne famille et qui a eu tout cuit dans sa jeune vie et qui globalement va à une brillante carrière politique qui l'attend parce que globalement il a eu droit aux meilleures universités. Votre rivale, elle, c'est une autochtone bannie de son clan parce que elle était différente et qu'elle voulait apporter la paix, alors que les autres, eux, c'est plutôt globalement des terroristes qui veulent simplement justement rétablir leurs droits face aux colons qui les ont envahis. Et donc ça vous crée un scénario hyper dense, hyper long. J'ai mis plus de 80 heures dans le jeu, dans lequel je me suis pris à être enthousiasmé, à aimer ces personnages, à avoir un petit peu leur phase lumineuse, leur phase sombre. Il y a des histoires de trahison, il y a des histoires de vraiment de coups de Trafalgar. Vous avez des personnages qui ont des rédemptions, vous avez des personnages qui vont carrément vouer leur âme au diable pour pouvoir accomplir leurs idéaux. Et on n'est pas à la Team Rocket où les mecs vont juste dépenser un peu d'argent et juste vouloir grossièrement conquérir le monde. Non, là on est sur des gens qui pensent qu'ils font la justice et pas les autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle à nous, qui nous parle aussi en ce moment, puisque globalement, on est toujours persuadé d'être le con d'un autre, et c'est la réalité, on est tous le con d'un autre, mais surtout, on est tous persuadés d'avoir une vision de la justice et que la nôtre, c'est la bonne. Mais il faut toujours remettre l'histoire dans son contexte. Et ici, c'est ce que nous propose Pokémon Opalo. J'ai trouvé ça brillantissime et j'ai très hâte de suivre ses aventures dans la prochaine itération de ces jeux, puisqu'il va en sortir un nouveau là qui est déjà disponible pour les 6 premiers badges, qui s'appelle Pokémon Z, enfin Pokémon Z, voilà. Et c'est également très drôle puisque c'est un petit pied de nez, puisque le prochain Pokémon qui va sortir s'appelle Pokémon Légende ZA. N'y voyez évidemment aucune ressemblance ou malice, bien entendu, même si sur son Twitter, un petit peu les taclettes en temps. Mais voilà, globalement, je trouve il a fait un super travail sur ce jeu. Pour le coup, c'est un fan game, c'est-à-dire que du coup, tout a été recréé de A à Z. Et des fan games, il y en a des très bons. Voilà, t'en as cité quelques-uns, Pokémon Unbound. Pour le coup, je l'ai pas fait. Mais si vous voulez aller sur du fan game français, vous avez Pokémon Steam aussi qui est très chouette. Vous avez Pokémon Reunion. Vous avez Pokémon Xenoverse aussi qui est très chouette. Pokémon Éclat Pourpre aussi qui est vraiment très chouette et assez exigeant également de mémoire. Et voilà, vous avez de quoi faire. Si vous aimez bien cet univers calme, coloré, riche, qui va vous amener dans des aventures, sachez qu'il en existe plein différents. Il y en a qui sont très drôles. Voilà, vous avez Pokémon Super Mario Mon, où globalement en fait c'est des conneries de Mario transmis à Pokémon. Voilà. Des trucs vachement plus sombres, comme Fire Red, Rocket. Je crois quelque chose comme ça. Oui. Globalement, voilà. Où tu joues la Team Rocket. Vous jouez la Team Rocket, voilà. Exactement. Ouais.
Vous avez Pokémon Insurgence aussi que j'ai eu l'occasion de faire et honnêtement c'est vraiment genre hyper bien, mais globalement sur fond de secte et de sacrifices, etc. Où globalement en fait ils invoquent les Pokémon démoniaques. Honnêtement il y a plein et vous avez vraiment à boire et à manger. Et si vraiment genre vous savez plus quoi faire, il y a un nouveau projet qui est sorti il y a pas très longtemps dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais ça s'appelle. Bougez pas, je vous sors ça et on coupera au montage. Ah, le nouveau MMO Pokémon qui s'appelle. On profite le temps que tu cherches. Poké Engine. C'est bon, j'ai trouvé. Il y avait. Vas-y. Comment il s'appelle? Poké Engine, qui est globalement ok. Poké MMO, donc c'est-à-dire que c'est un MMO Pokémon où on peut jouer tous ensemble, sauf que cette fois-ci, il va offrir plus de 26 mondes différents, notamment des sortes de hacrom des anciens jeux. Vous allez pouvoir les jouer en difficultés différentes. Vous allez aussi avoir des fangames totalement revisités, etc. Donc, si voilà, vous trouvez pas un fangame qui vous complaît, vous en avez un là qui arrive avec 26 mondes différents. Et le truc est en cours de développement. J'ai pu voir des images. Alors incroyable et fou. Sachant que d'ailleurs il y a eu, enfin ça prend tellement de l'ampleur le fait de faire des acromes que Game Freak avait paniqué quand avait eu la sortie de Pokémon Uranium. Uranium, je savais que c'est un truc radioactif. Quand Pokémon Uranium est sorti, on n'allait pas dire que ça allait être mieux que ce qu'allait faire Game Freak, mais ils ont quand même un peu paniqué sur le fait qu'un random quand même, enfin pas random mais Ouais, non, mais si, c'est quelqu'un en dehors de tout ça pouvait faire un jeu Pokémon qui attirait les foules et donc du coup il est tombé sous le banhammer de Nintendo. Le banhammer de Nintendo, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, alors si vous voulez aller plus loin effectivement là-dedans, moi je évidemment comme d'habitude mes sources Wikipédia. Pas que, en l'occurrence j'ai utilisé trois vidéastes qui sont hyper cool, qui sont assez récents pour le coup. Donc Takao qui m'a donné toutes les sources sur le défi qui a révolutionné Pokémon, ça s'appelle l'histoire du Nuzlocke, sur lequel justement il parle aussi de l'évolution des règles et des remaks. Vous avez un an sur le jeu le plus dur du monde, donc de Nyonks, qui est aussi un contenu vulgarisateur et qui partage justement plein de trucs sur les acromes qu'il fait. Il est tombé dedans quand il était pas si petit et il nous parle justement de son aventure sur Run and Bun. Et la dernière que j'ai regardée justement, qui parle du banhammer de Nintendo, c'est la dernière de The Great Review, quand même assez connu pour son travail de vulgarisation et de storytelling assez incroyable, renommé sur YouTube, qui nous parle de mais pourquoi Nintendo porte plainte contre tout le monde et qui parle justement de ces décisions de justice des fois un peu absurdes sur tout ce que peuvent faire les créateurs de contenu autour des mondes qui leur appartiennent, parce que globalement voilà, vous avez un petit peu tout l'historique, parce que globalement Nintendo ils sont voilà, c'est un chat échaudé qui craint l'eau froide, hein, globalement ils ont déjà États-Unis et Atari se casser la gueule en justice justement, et qui ont perdu tous leurs droits dessus, qui n'ont pas envie de revivre ça. Et c'est vrai qu'effectivement ça avait fait grand bruit l'histoire de Pokémon Uranium, et parce que Pokémon Uranium n'était pas les seuls à qui ils avaient fait ce fameux coup où vous avez plein de gens qui vont mettre beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour créer justement des trucs fan game qui sont vraiment en plus de ça, ils sont très honnêtes, hein, ils vont limite prévenir et dire voilà, tout ça appartient à Pokémon, il y a pas de problème, je m'en fous, je veux pas toucher l'argent, etc. Mais à partir du moment où en fait ça tombe sur le coup de la licence Pokémon, des fois Nintendo ils arrivent et paf ils explosent tout. Ce qui avait été le cas de Pokémon Uranium et qui est ressorti il y a pas très longtemps parce que des fans l'ont fait revivre. Donc si vous avez effectivement l'occasion de faire Pokémon Uranium, il est génial aussi en termes de scénario. Très profond également, il est très chouette, en plus de ça le jeu est hyper cool, très équilibré, il ramène plein de nouveaux trucs, donc c'est très très chouette. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.